Alors je m'appelle Emmanuel Mézeray. Je suis né à Paris en 68. Je vais avoir 47 ans. Au niveau situation familiale, j'ai déménagé très tôt avec les parents. À l'âge de 2-3 ans, je suis arrivé en banlieue, à Draveil, dans un quartier à forte population antillaise. C'est un quartier, ça paraît un peu incroyable, mais c'est un quartier qui logeait du personnel de 2 grosses entités de l'HP, c'est les hôpitaux de Paris. Il y a 2 cités comme ça à Draveil, j'étais dans l'une des 2, et on était en proportion, tiens-toi bien, la moitié d'Antillais là-dedans. Eh ben, faut commencer par le commencement. Donc, dans ce quartier antillais, j'ai été confronté très tôt à la musique par la fenêtre. C'était le début des années 70, hein. J'avais donc 2-3 ans début 70, et au fur et à mesure, jusqu'à mon adolescence en 80, on était en pleine période rock, mais dans mon quartier, on écoutait beaucoup plus de zouk ou de reggae. C'était ça, c'était l'influence du quartier vraiment. Musicalement, c'était à toi de t'adapter. Si t'étais pas dans le cercle reggae, t'étais un peu mis de côté avec une autre tranche. Mais le truc c'était ça, c'était le début des Chanifi aussi. C'était les premières Chanifi, la vente un peu plus large des Chanifi que les gens achetaient à crédit. Et les enfants, les adolescents, pendant l'absence des parents, le mercredi ou le week-end, ils s'occupaient de faire sonner d'autres choses sur les Chanifi. Ils jouaient leur disque de reggae. On était, pour ce qui était du reggae, c'était les prémices, c'était la pleine mode de Bob Marley, qui a été rejoint après par des tubes, par des hits fréquemment, ou des artistes qui ont fait des carrières comme Alpha Blondy, Serge Gainsbourg, il y a eu 2 albums reggae, ou des hits. Il y avait Yellowman, Zoom Gouzoum, les Musical Youth, ça venait d'Angleterre, OK Fred, Errol Dunkley. Bon voilà, on était en pleine période reggae. Alors Daddy Reggae, déjà c'est du plaisir. C'est beaucoup de plaisir. À la base, c'est une disco mobile, mais le thème, le concept, c'est d'aller au-devant du plus grand nombre de gens par le reggae. Le slogan, c'est du reggae pour toutes et tous. Dans le cadre de l'âge d'or, hein, c'est mes années fétiches, les années 70-80. Tu t'aperçois dans un son de système, quand tu as un son de système, voilà, comme Jumbo Rock par exemple, que pour des raisons de compétition entre sons de système, il y en a un par ville ou 2 par ville, hein, dans toute la France ou même sur toute la planète des sons de système. Pour des raisons de compétition, tu joues des morceaux beaucoup trop pointus pour la majorité du public reggae. Ou alors tu prends quelqu'un au micro pour animer, qui a énormément de talent au micro, mais qui peut embêter beaucoup de passionnés de reggae qui finalement sont des mélomanes dans cette partie-là. Il y a plein de gens qui vont pas en son de système parce qu'ils y trouvent pas leur compte. Il n'y a pas de filles quasiment, il n'y a pas d'adultes. Il y a toute une frange de fans de reggae qui ne mettront jamais les pieds dans un sound system underground en gros, quoi. Alors là, je m'acharne à jouer des choses. On connaît les goûts des gens, on connaît les goûts du grand public, et je m'acharne à jouer ça dans le respect. C'est pareil avec une ligne musicale quand même. Mais si tu joues du Bob Marley, du Alpha Blondy, du Serge Gainsbourg en reggae ou quelques morceaux roots qu'on fait leur preuve dans les années 70 ou 80, tu fais mouche. Tu plais n'importe où que ce soit. Tu plais à un quart des gens qui sont là. Oh, Daddy Reggae, ça a quelques mois. Ça a en gros 6 mois Daddy Reggae. Tout naturellement, à cette époque-là, quand j'étais gosse, à l'adolescence, j'ai monté un groupe, hein, avec les voisins, les copains. On jouait à la cave de la cité. Il y en avait même d'autres qui répétaient à côté. C'était le chambard, c'était les engueulades et les tribulations d'un groupe d'ados, mais on jouait que du reggae déjà, au fur et à mesure. Et après, j'ai intégré un groupe qui s'appelait Dub Ambassador, toujours un groupe local, hein. Et là, on avait un mec plus vieux que nous, mon mentor, c'est Dican. Il a une dizaine d'années de plus que moi. Là, il s'est un peu mis sur le côté pour diverses raisons. Mais à l'époque, c'était le leader du groupe et il badinait pas avec ça. Lui, il prenait ça très au sérieux, hein. Et il y avait de la dictature et du châtiment corporel en cas de problème. Et il disait, si ça va pas, tu recommences et tu vas voir, ça va rentrer. Même si ça doit être un coup de pompe dans le cul, ton morceau, tu vas le savoir, tu vas le connaître. C'était ça. Donc là, le niveau est un petit peu monté. Et puis bon, chemin faisant, moi j'ai monté mon premier sound system début 90. Un sound system qui s'appelait Kingston Fever.
C'est le logo du label Belleville, Patate Records. J'allais en plus, à ce moment-là, je me suis mis à travailler à Orly, j'avais des facilités pour voyager et j'allais une fois par an à Kingston en Jamaïque. Donc ça a été l'influence, hein. J'ai découvert ça, ça a complété mes envies de faire du reggae, quoi. Ça a complété ma passion. Et j'ai fait un break début 2000, pour plein de raisons. Là c'est un raccourci, mais tu as aussi des tribulations, des problèmes de logistique et tout un tas de soucis. On était quand même 3 dans l'équipe. Et bon, au bout d'une dizaine d'années, j'ai fait un break, j'ai tout arrêté. J'ai monté une boîte de transport et il y a quelques années, j'ai remonté un sound system, ça m'a manqué. En 2010, j'ai remonté un sound system, Jumbo Rock, que j'ai fait monter à Londres. Et pareil, on va prendre un raccourci. C'était pas à la hauteur de mes envies parce que je voyais bien qu'il y avait des gens qui venaient pas. Le public n'est pas complètement au rendez-vous, quoi. Tu investis énormément de temps et d'argent, de moyens pour des résultats aléatoires et des raisons sur lesquelles j'avais mis le doigt dessus. Par exemple, le style musical, le public, la manière de faire et de se faire accepter. Et j'ai eu l'idée donc de Daddy Reggae à ce moment-là. Pour l'instant, je ne suis pas descendu beaucoup en province. Je suis descendu cet été dans un festival en province, c'est tout. Pour l'instant, je me contente de l'Île-de-France, de Paris surtout. Oui, je choisis les endroits. Faut pas, déjà pour des raisons de nuisance, il ne faut pas embêter les gens dans des quartiers trop résidentiels où on habite, hein. Donc je vais dans des endroits où on est enclin à faire la fête, ou à des périodes aussi, ou plutôt les fins de semaine. Il faut viser un vendredi, un samedi ou bien un jour férié. J'arrive pas trop à prévoir, il y a une part d'aléa parce que quand tu joues comme ça en ville, des fois on te demande de changer de coin pour des raisons de nuisance, hein. C'est de l'occupation du domaine public. L'idée, c'est surtout pas de chasser les gens ou de s'opposer à qui que ce soit. J'en suis loin de ça. Moi, mon truc, c'est d'obtempérer, de me conduire en gentleman. Quand je passe devant un abribus ou devant une classe, des bébés dans des poussettes, je baisse le son volontairement. Il faut se faire accepter et encore une fois, le thème, le but, c'est ça, c'est de se faire accepter aussi. Donc je change de quartier, mais je vais te dire, je vais d'un quartier populaire comme Strasbourg-Saint-Denis ou les Halles jusqu'aux Champs-Élysées. Et preuve à l'appui, il y a des images de tout ça, les gens adhèrent. Ça va du type en costard-cravate, aux flics, aux SDF, aux étudiantes. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau des nationalités et des races qui sont représentées. Tout le monde aime ça. Enfin, il y a une grosse partie de gens qui aiment ça. Et ça, c'est très gratifiant, ça fait plaisir. Tu vois, c'est déjà une belle récompense. Bah, j'ai l'aval du public, c'est déjà beaucoup. Mais non, des autorisations, non. J'en demande que pour des cas particuliers à la fête de la musique. Mais là, j'estime que si je me comporte en citoyen normal, c'est-à-dire que si tu obtempères quand on te demande de partir, que ce soit un riverain, un voisin, un policier, que tu le fais, moi je trouve je suis dans la légalité. C'est des artistes qui ont fait leurs preuves, c'est des tubes de l'âge d'or. C'est des tubes de l'âge d'or essentiellement. C'est Alpha Blondy, Bob Marley, Serge Gainsbourg et des hits. Tu vois, il y a eu à cette période, dans les années fin 70, début 80, il y a eu quelques hits. Harold Dunkley, Yellowman, il y avait Tippa Harry aussi à l'époque. C'est une fortune, c'est un puissant fin. En plus de l'investissement en argent et en temps, c'est à entretenir. Il y a des consommables. Et je ne parle pas de consommables comme des carburants ou des choses comme ça, ou des entretiens de camions. La sono, c'est pas inusable. Donc faut même pas compter l'amortir. C'est un camion, c'est du travail autour du camion. C'est une sono donc à entretenir et à gérer au jour le jour, en dehors de la partie mécanique pure. Quand tu as un véhicule, tu ne te contentes pas de mettre de l'huile ou de l'essence. Voilà. Mais c'est un vrai plaisir, hein. Ça pourrait être ça, ou il y en a qui font des courses de moto, ou qui s'achètent un bateau pour les vacances.
Jamali. Ah non, c'est l'argent de ma retraite. Hein. Avec cet argent, je devrais être dans mon canapé avec mon petit pavillon de banlieue, avec ma nana et mon chien devant ma télé. Oh no, oh no. You told us how you shot the sheriff. Swore it was self-defense. You said to the woman, no cry, 'cause Jah is standing by. You reminded the children that Jah lives within I and I. You said to get up and stand for our rights and don't give up the fight. We won't give up the fight. Jamali, oh Jamali, never forget your history. We won't forget your philosophy. Oh no.